Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Le khalife général des Baye Fall, Serigne Cheikh Djemou Fall, a tiré sa révérence mardi à Mbacké. La commune de Ziguinchor a enregistré plus de 10 cas de morsure de chiens errants au mois d'août. Le danger, les victimes peuvent contracter la rage. Le Covid-19 a freiné pas mal d'activités. Des mesures avaient été prises quant à la fermeture des frontières le 21 mars 2020. Depuis lors, les activités liées à la traversée vers Réau étaient au ralenti. Mais de manière clandestine, les gens continuent de rallier les deux rives. Accident de la circulation impliquant les taxis-motos Jakarta. À Matam, le nombre de cas inquiète. 61 accidents sont notés depuis le début de l'année. Le dernier en date, c'était ce 23 août. Un jeune conducteur a été fauché par un camion avant de rendre l'âme. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, le khalife général des Baye Fall, Serigne Cheikh Djemou Fall, n'est plus. Il a tiré sa révérence ce mardi à Mbacké, sixième khalife des Baye Fall, succédant Serigne Modou Aminta Fall. Depuis 2006, le défunt khalife est le fils de Serigne Moustapha Fall, fils aîné de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Le directeur général de la RTS et tout son personnel présentent ses sincères condoléances. La commune de Ziguinchor a enregistré plus de 10 cas de morsure de chiens errants. Au mois d'août, le danger, les victimes peuvent contracter la rage, une maladie contagieuse et difficile à soigner si les victimes ne sont pas tôt pris en charge. Nous écoutons à ce propos l'adjudant Fali Badji, chef de service départemental de l'hygiène de Ziguinchor. Il est au micro d'Abdelaziz Ban. Cas de morsure de chiens errants au niveau de la commune de Ziguinchor, je ne dirais pas au niveau du département. Nous avons en tout cas, durant le mois d'août, enregistré en tout cas 15 cas, depuis le 1er jusqu'au vendredi passé. Donc on a enregistré 15 cas de morsure de chiens qui sont suivis par nos services pour essayer en tout cas de les vacciner contre la rage. Parce qu'en principe, c'est préventif. Donc c'est le seul moyen qu'on peut faire pour essayer de lutter contre cette rage. Parce que quand la rage vous attaque, il n'y a plus de remède. 90% des chiens errants sont enragés. Maintenant, s'ils vous mordent, il y a en tout cas le risque d'attraper la rage. Et que si vous ne traitez pas cette rage, il peut vous amener vraiment des morts. La première étape, c'est quoi? C'est de chercher du savon ordinaire. Le découper, mouiller un tout petit peu le savon et frotter sur, en tout cas, cette plaie au minimum pendant 15 à 30 minutes, sans arrêt. C'est la première étape. Après, vous allez voir le vétérinaire pour qu'il puisse consulter le chien. Vous amenez le chien chez lui, il consulte le chien. Si le chien est enragé, il vous envoie chez nous pour faire le suivi. C'est-à-dire que vous vaccinez, donc vous prenez un vaccin antitétanique et puis un vaccin antirabique. Le samedi 21 mars 2020, les chefs d'État du Sénégal et de la Mauritanie ont décidé d'un commun accord de fermer les frontières à cause du Covid-19. Depuis lors, les activités liées à la traversée vers Réau est au ralenti, mais de manière clandestine, les gens continuent de rallier les deux rives. Reportage Fatimata Banelba. Le regard fixe et lointain d'Oro Fall se remémore les moments fastes de la traversée Réau-Matam. Une traversée fructueuse grâce aux échanges commerciaux entre les deux rives. Mais depuis l'arrivée du Covid-19, les activités sont au ralenti et les pirogues à quai. Depuis la fermeture des frontières, nous avons d'énormes difficultés parce que légalement, les pirogues à moteur n'ont plus le droit d'accéder à l'autre rive. Officiellement, nous n'en avons pas le droit. Nous le déplorons depuis lors parce que ça nous cause beaucoup de tort. Et si la traversée n'est pas autorisée, il y a forcément insécurité car les gens traversent le fleuve clandestinement.
De manière non officielle, la traversée continue clandestinement, même si cela générait beaucoup de revenus pour les populations. De Gourel Oumarli à Dembankane, les gens traversent de manière clandestine, sans l'autorisation des forces de l'ordre. C'est ce qu'on a remarqué tout le long du fleuve. Nous faisons la traversée régulièrement, mais il faut dire que c'est difficile. Du côté du Sénégal, il y a moins de soucis, mais en Mauritanie, il y a beaucoup de tracasseries. Tous les jeunes de la localité, de près ou de loin, sont intéressés par le trafic fluvial. Des manœuvres sont là, des piroguiers, des commerçants de toutes sortes d'activités tournent autour du fleuve. Donc nous demandons solennellement à ce qu'on réouvre les frontières. Au quai de Soubalo, les populations regrettent les moments fastes de la traversée Réau-Matam qui générait beaucoup de revenus. En attendant la réouverture des frontières, ils prient ardemment pour un retour à la normale. Merci Fatima Tabanelba pour ce reportage. Nous restons toujours à Matam, cette fois-ci pour parler des accidents de la circulation impliquant les motos Jakarta. Le nombre de cas inquiète. 61 accidents sont notés depuis le début de l'année. Le dernier en date, c'était ce 23 août. Un jeune conducteur a été fauché par un camion avant de rendre l'âme. Comment comprendre ce phénomène? Reportage. 61 accidents enregistrés depuis janvier entre les communes de Matam et de Ourossogui, selon les statistiques de la 54e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Le dernier en date s'est produit ce 23 août 2021 à Matam. Un jeune conducteur de moto Jakarta a été fauché par un camion avant de succomber, soit un total de 89 victimes. Vous voyez que c'est un peu beaucoup quand même dans les deux communes qui sont Matam et Ourossogui. Et comment expliquer ce nombre élevé d'accidents? Le non-respect du code de la route et le non-port du casque en sont les causes. Les accidents sont de plus en plus récurrents du fait de la manière de conduire d'abord des conducteurs moto Jakarta, des enfants surtout, et du non-respect du code de la route et également du non-respect des mesures sécuritaires. La plupart du temps, ils ne sont pas avec le casque. La plupart des accidentés n'ont pas de casque. Généralement même, ils sont 2, voire même 3 par moto. Donc si vous voyez donc le nombre que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est ce qui fait la différence entre le nombre d'accidents et le nombre de blessés. Il y a également des cas d'accidents de charrette notés ces derniers jours. Et cela est dû au manque de catadiot sur les charrettes, ce qui fait que donc, nous enregistrons des accidents et les victimes, généralement, on les transporte dans les centres hospitaliers régionaux. Du côté des usagers, conducteurs de moto Jakarta et automobilistes, l'on se rejette la responsabilité. Les routes sont très étroites. En plus, ce sont les automobilistes qui provoquent ces accidents. On nous accuse de rouler à vive allure, mais je dis non. Ce sont les automobilistes qui sont à l'origine de cela parfois. Ils laissent leur côté et se dirigent vers nous. Donc je pense que c'est à leur niveau, où ils n'ont ni permis, ni aucun papier qui leur pousse à être sur la route, qu'on doit essayer d'aller dans cette dynamique, d'organiser le système pour qu'ils puissent avoir un papier. Et ce papier-là, qu'on puisse me trouver les moyens pour les former. Pour ça, parce qu'aujourd'hui, je suis là à un niveau de stop, mais eux, s'ils viennent, ils continuent directement. Et si toi, tu ne t'arrêtes pas, c'est la catastrophe. Et on voit à chaque fois qu'il y a des accidents de la route, ils sont fautifs. Et comme solution, cet automobiliste suggère l'accompagnement et la sensibilisation des Jakartamens. L'avis, c'est qu'on doit essayer d'organiser le système. Parce que c'est des enfants, parfois même des adolescents qui conduisent ces motos. Et ils n'ont aucune information sur la code de la route. Donc eux, ils ne savent pas ce qu'est le stop, ils ne savent pas où il faut s'arrêter, quand il faut continuer, et ils conduisent comme si c'était des charretiers. Donc je pense qu'il faut que les gens essaient de voir comment organiser ce système. Comme il est là, il nous est imposé, il est dans la situation, il faut que les gens essaient de voir maintenant comment l'organiser et les former surtout. Les former à avoir un permis de conduire pour qu'ils sachent le code. Parce que quand ils sont sur la route, il faut qu'ils sachent au moins ce qui est permis et ce qui est interdit. Le phénomène des motos Jakarta prend de l'ampleur à Matam. Et vu le nombre d'accidents notés,
Il urge de trouver des solutions. À présent, pour parler des accidents de circulation liés aux motos Jakarta ou aux engins roulants, nous recevons sur ce plateau M. Malik Ndao. Il est gérant d'auto-école agréé par l'État du Sénégal. Bonjour M. Ndao. Bonjour Mariam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. M. Ndao, nous venons de suivre ce reportage à Matam qui parle des accidents de circulation liés aux engins roulants. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence des accidents liés à ces taxis moto Jakarta? Merci madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de présenter mes sincères condoléances suite au rappel à Dieu du Khalif général de Baye Fall, Serigne Cheikh Jëmm Fall, et de souhaiter également un très bon début au nouveau Khalif général de Baye Fall, Serigne Cheikh Moustapha Fall. Pour répondre exactement à votre question, le problème fondamental, c'est que ces conducteurs-là ne maîtrisent pas le code de la route. Ce qui est fondamental, il faut que les gens sachent que pour conduire, il faut maîtriser l'objet roulant, c'est-à-dire l'engin roulant. Il faut maîtriser également les règles du code de la route. En général, pour parler de la sécurité routière, quels sont les concepts qu'on devrait mettre en exergue? Tout d'abord, il faut une sensibilisation sur la sécurité routière. Également, l'éducation sur la sécurité routière dès le bas âge. Également, la formation au niveau des auto-écoles. On a parlé en général que ces jeunes Jakartaman, comme on a l'habitude de les appeler, ne portent pas de casque. Le problème fondamental, c'est la sensibilisation. Comment se fait-il que tu débourses 350 000 pour une moto Jakarta et vous ne pouvez pas acheter un casque pour conduire cette moto-là? C'est une aberrance, madame. Est-ce qu'ils sont munis de permis de conduire ou bien? Il y a une catégorisation des permis de conduire. Même au niveau des charretiers, même si l'État du Sénégal n'a pas envisagé pour octroyer à ses conducteurs un permis, au préalable, avant de conduire une charrette, il faut aller au niveau d'une auto-école, apprendre qu'est-ce que c'est le code de la route d'abord, pour savoir, pour comprendre qu'est-ce qui est, comment est le stop, quand on voit le panneau de stop, on parvient à le lire, mais quand tu ne parviens pas à lire un panneau de stop sur le plan vertical, sur le plan horizontal, ça pose problème. Pour les motos également, il y a des catégories où on n'apprend pas à conduire, mais tu viens, tu fais le code de la route, l'examen du code de la route, tu passes, on te donne le permis de conduire. Sous forme de talon, conforme au permis que nous détenons. Et qu'en est-il de l'éducation routière en général par rapport à la prévention? Il faut une volonté étatique d'abord. Il faut que l'État mette en place un système qui permet à prendre en charge l'éducation routière dès le bas âge au niveau des écoles primaires d'abord. Il faut fondamentalement qu'on réfléchisse par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est le phénomène éducation qui revient toujours. Comment faire pour éviter ces accidents au niveau de la circulation? En général, même si ça concerne les motos Jakarta, il y a également les voitures qui sont concernées. Madame, le problème fondamental, c'est toujours les règles à la base, la discipline. Il y a d'abord l'éducation, il y a la formation et la sensibilisation. Ces trois volets-là, regroupés avec les volontés politiques de l'État et la volonté d'éducation que nous incarnons nous au niveau des écoles, si nous faisons cette combinaison-là, on pourra trouver une solution pour réduire les accidents au Sénégal. Et quelles sont vos attentes par rapport à la formation? À la formation, on ne peut pas former directement sans pour autant avoir les moyens. Donc, il faut que l'État nous accompagne. Il faut que l'État nous accompagne à ouvrir de grandes écoles de formation en éducation routière, en formation d'automobile, à la conduite de l'automobile, à la conduite de moto. Tout cela, ça nécessite vraiment une réflexion approfondie au niveau de l'État et au niveau de nous, acteurs d'automobile, pour qu'on puisse enrayer ce danger-là, qui est vraiment les accidents de la route. Quel est le conseil que vous donnez à ces usagers des engins roulants? Dès à présent, à les amener à vraiment aller vers des écoles pour leur formation. D'abord, les conducteurs. Avant de conduire une moto ou bien une charrette, allez-y au niveau d'une auto-école, demandez des renseignements, demandez à être formés et puis
à la suite de la formation, tu pourras vraiment t'insérer dans la circulation routière sans grand danger. Monsieur Malick Ndao, nous vous remercions. Merci d'être venu. Merci beaucoup, madame. Autre aspect de l'actualité, nous allons à la découverte de la pépinière de Sédhiou, mise en place par le ministre de mer Sédhiou. Cette pépinière joue un grand rôle dans la préservation de l'environnement dans la capitale du Pakao. L'élevage aussi se développe au niveau de cette pépinière. Reportage. Une multitude de plants de toutes sortes dans un cadre accueillant, aménagé et très aéré. Nous sommes à la pépinière de Sédhiou. Ici, le maître des lieux et le maire de la ville qui nous fait une visite guidée de cet endroit dont l'existence s'explique. On était confronté à Sédhiou à un problème de pépinière et chaque fois que besoin était, on était obligé d'aller jusqu'à Ziguinchor, à Djibélor. C'est ainsi qu'on s'est dit, donc, pour être un peu garder notre autonomie, nous avons installé sur place cette pépinière-là pour que tous les Sédhiouas, toute la région puissent se fournir ici avec les différentes essences. Je crois que c'est un plaisir pour nous. Je crois qu'aujourd'hui, ça prend forme et je crois qu'on va y arriver. C'est là où nous avons pris cette initiative. Aujourd'hui, tous les Sédhiouas, toute la région peuvent venir s'approvisionner en différentes essences. Mise en place depuis 4 mois, on note une diversité de plants au niveau de cette pépinière. Des essences assez rares se retrouvent ici. Quand vous voyez là-bas, c'est des caïcédras. Quand on parlait de Sédhiou, on disait Sédhiou Bantankuroto. C'est du des fromagers, c'est des caïcédras. Aujourd'hui, ces caïcédras-là qui vieillissent, quelqu'un les a plantés avant nous, au moment avec nos grands-parents. Il faudrait que nous aussi, nous parvenions aujourd'hui à mettre quelque chose. C'est pour cela que nous avons initié aussi une pépinière de caïcédras pour accompagner la ville, pour accompagner la commune. Des corosols, nous avons des cocoquiers, nous avons des manguiers, des citronniers. Et tous ces éléments-là doivent participer et doivent pousser les gens à planter un peu plus. Oui, on est en train d'expérimenter un type d'arachide là qui nous vient de Chine. C'est de l'arachide assez spécial. Nous avons cultivé dans 2 ou 3 champs différents pour pouvoir avoir des semences. Ça c'est important. Hein? Je crois que c'est des graines assez certifiées qui sont recherchées. On essaye de cultiver tout cela. Au-delà de cette pépinière, le ministre maire est quelqu'un qui s'active aussi dans l'élevage. Plusieurs animaux sont entretenus dans l'autre partie de la pépinière. On aime bien l'élevage. Hein? On a nos vaches là, Bakoun là-bas en brousse. Et au-delà de cela, nous avons amené des boucs de Maradi, des chefs de Maradi, pour améliorer l'espèce locale. Et je crois que ça se passe très bien depuis 5 ou 6 ans. Si vous voyez tout le quartier, en fait, toutes les chèvres se ressemblent. Pourquoi? À cause de ce métissage qui est fécond. Nous avons porté aussi des biches du Niger, qu'on appelle les biches du Sahel, qui s'acclimatent très bien, des pigeons, des autruches. Et ça, c'est aimer la nature, aimer les animaux. Cet élevage se développe petit à petit afin d'améliorer l'espèce locale. À cela s'ajoute cette pépinière mise à la disposition de la population de Sédhiou et qui joue déjà un rôle très important dans la préservation de l'environnement. Merci Abdelaziz Ban pour ce reportage. Voilà qui met fin à ce magazine d'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah.